Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier, en compagnie de mon co-animateur Jasmin Leroux. Et encore cette semaine, on a une émission bien chargée. Oui, tout à fait. On va rencontrer Alexandre Alain, joueur du Rocket de Laval, mais également étudiant universitaire. Il a un parcours scolaire vraiment intéressant que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et on va également revenir sur le parcours au hockey mineur de l'ancienne gloire du Canadien de Montréal, Mario Tremblay, qui lui aussi a toujours des bonnes anecdotes pour nous. Absolument. On s'entretient avec l'entraîneur actuel et bon ami à moi, Louis Robitaille, des Tigres de Victoriaville. On retourne à la chronique équipement et sur la glace avec Patrick Boileau. Restez à l'écoute. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine avec Louis Robitaille, entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Monsieur Robitaille, d'abord, on vous rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une journée de perfectionnement des entraîneurs. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de redonner un peu aux entraîneurs de tous les niveaux qui vous ont peut-être aidé, vous aussi, là, dans votre chemin au fur et à mesure? Bien, je pense que c'est extrêmement important. Tout entraîneur a besoin d'aide, a besoin de mentorat un petit peu. Puis, même nous, au niveau de la Ligue de hockey junior major du Québec, moi, j'ai travaillé avec Martin Raymond. Aujourd'hui, je l'appelle à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, pour essayer d'avoir des nouveaux conseils, des fois partager mon opinion sur certaines choses. Donc, des fois, d'échanger, même pour moi, de venir ici donner cette conférence-là, je vais probablement sortir grandi puis je vais apprendre des choses. Donc, c'est toujours très intéressant. Le parcours a été rapide quand même, quand on considère qu'en 2011, vous avez commencé à être entraîneur et qu'en 2018, bien, vous êtes entraîneur-chef avec les Tigres de Victoriaville. C'était quoi ce parcours-là, un petit peu? Comment ça s'est fait? Ah, bien, écoute, j'ai décidé de prendre ma retraite. Comme tu dis, en 2011, je suis natif de Châteauguay. J'ai été entraîneur-chef des Braves de Valleyfield dans la Ligue junior 3 du Québec. À Noël, j'ai reçu un appel de Mario Duhamel, Dominique Ricard, avec qui j'échangeais régulièrement parce qu'on avait des joueurs affiliés. Il y avait besoin d'un entraîneur adjoint. Moi, ce temps-là de ma carrière, j'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais besoin d'aller à l'école, d'aller apprendre. Et puis, avec Dominique Ricard, avec Mario Duhamel, je pensais que j'allais à la bonne école. Profs. Exactement. Par la suite, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de travailler avec Martin Raymond comme entraîneur adjoint. On connaît l'histoire. Là, je me suis fait congédier avec Martin en 2014, mais par la suite, quelques semaines plus tard, j'ai eu la chance d'aller travailler avec Mario Durocher à Val-d'Or. Ça n'a pas été trop long, vous avez pu reprendre. Exact. Puis je pense que comme jeune entraîneur, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des bons mentors. Cette année, vous allez être l'entraîneur-chef d'une des formations du Canada. Parlez-moi un petit peu de ce défi-là. Ah, bien, premièrement, c'est un honneur. Toutes les fois, comme joueur ou comme entraîneur, on rêve de représenter notre pays. Je pense que c'est un bel accomplissement. D'avoir les mentors que j'ai eus, Mario Duhamel, il a participé avec Hockey Canada, il a été impliqué dans le programme national. Mario Durocher, coach en chef, Martin Raymond. C'est que la première chose qu'il me disait tout le temps, c'est implique-toi, envoie ton CV, envoie ton nom. J'ai eu la chance d'être entraîneur adjoint, j'ai fait les moins de 18 ans avec Tim Hunter, qui va être avec les moins de 20 cette année, en Suisse. Et là, cette année, c'est ma chance d'être entraîneur-chef. Donc, je vais à l'école quand je vais là-bas, on est entouré de gens compétents. Puis c'est toujours, comme j'ai dit, un bel honneur de représenter son pays. Et lorsqu'on se compare avec les pays européens comme la Finlande ou comme la Suède, c'est quoi votre avis à vous par rapport à ça sur le fait, lorsqu'on dit la Finlande, c'est un modèle pour le hockey, autant pour les entraîneurs que pour la structure, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Bien, je les ai vus évoluer un petit peu parce qu'à travers mon parcours avec Hockey Québec, avec les moins de 16 ans, on avait un tournoi à Châteauguay où est-ce que les gars de la Finlande, ils venaient dans le temps de Noël. Et puis, ils font les choses différemment. Tu sais, je te dirais que ça commence par les activations. Ils sont minutieux dans leur préparation d'avant-match, que ce soit physique ou mental. Tu regardes l'été, j'ai eu la chance d'échanger avec les entraîneurs. Ils ferment les arénas là-bas pendant une période de temps pour que les jeunes se consacrent à d'autres sports. Je pense que il y a plusieurs bonnes choses à prendre de leur recette, mais il ne faut pas oublier que nous également, on fait beaucoup de bonnes choses au Canada et au Québec. Là, on est champion du monde. Ouais. Tu regardes les Olympiques, tu regardes au niveau junior, on est toujours vers la fin. Donc, il ne faut pas tout changer, mais je pense qu'il y a des places d'amélioration. Est-ce qu'on est rendu là, le Canada, à faire preuve d'un peu d'humilité, peut-être, pour avouer que, on n'est peut-être plus la référence numéro 1 sur tous les aspects, puis d'être capable d'en prendre des autres pays, ce qui, à une époque, le Canada était vraiment la référence en hockey? Oui, mais je pense que quand tu regardes les Américains, les Européens aussi viennent voler beaucoup de choses du Canada. Donc, comme je disais auparavant, il ne faut pas se mettre à tout changer, mais d'améliorer les choses, je pense que c'est les joueurs qui vont en bénéficier. Puis tu regardes l'équipe qui entoure Hockey Canada, c'est une équipe qui est très minutieuse, qui va voir les détails, qui veut s'améliorer, puis qui sont toujours à la recherche de choses pour justement nous challenger comme entraîneurs à faire des choses différentes. Puis je pense que le programme évolue au cours des années, puis ça va continuer comme ça. Bien, tant au niveau national qu'avec les Tigres de Victoriaville, bonne chance pour la suite, M. Robitaille. Merci beaucoup. Cette semaine, à la question quiz.
Mario Tremblay est l'oncle d'un ancien défenseur qui a joué un total de 229 parties dans la Ligue nationale entre 1997 et 2003. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est A, Pascal Trépanier, B, Dominique Maltais ou C, Carl Boudreau? La réponse après la pause. La réponse, c'est A. Pascal Trépanier est le neveu de Mario Tremblay. Il a disputé un total de 229 parties dans la LNH entre 1997 et 2003 dans l'uniforme de l'Avalanche, des Mighty Ducks et des Predators. Il a terminé sa carrière dans le circuit Bettman avec 12 buts, 22 passes pour un total de 34 points. Il a principalement roulé sa bosse en Europe où il a évolué entre 2004 et 2012. On a récemment rencontré Mario Tremblay dans le cadre de notre segment « Parcours au hockey mineur ». Bien, bon, hockey mineur, j'ai fait ça évidemment à Alma, là, Moustique, Pee-Wee, Bantam, un an midget, un an junior B, puis après mon junior B, à l'âge de 15 ans, je suis parti pour Montréal après ça. Mais tout est fait à Alma. Je suis parti de chez moi à 15 ans, donc j'ai fait le junior de Montréal à l'âge de 16 ans. Un peu comme bien des joueurs de la Ligue majeure du Québec ont fait, ou de l'Ontario, ou de l'Ouest. Je pense qu'on est appelé à quitter notre domicile quand même très, très jeune. Puis c'est pas toujours facile, par exemple. Tu sais, tu pars de chez vous à 15 ans, tu pars d'une petite place comme Alma, tu traverses d'une ville comme Montréal. Laisse-moi dire que quand tu traverses le pont Champlain pour la première fois, tu trouves que c'est un gros pont. Ben, je te dirais, l'année la plus marquante, évidemment, c'est d'avoir fait le saut avec le Canadien à 18 ans. Ça a été, je pense, quelque chose dans ma vie qui a été vraiment important. Parce que, comme vous le savez, je pense, comme tout jeune hockeyeur, moi, j'avais une famille, mes oncles, Roma, Jean-Eudes, Robert, mon père Gonzague, ont tous été des joueurs de hockey. Et mon père était un grand partisan du Canadien de Montréal. Fait qu'imaginez-vous, là, à 18 ans, tu vois ton gars porter l'uniforme du Canadien de Montréal. Je pense que mon père était assez fier de moi. La première année, quand on est arrivé, tout baigné dans l'huile. Deuxième année, c'était un peu plus difficile. Des problèmes avec mon entraîneur aussi, avec Scott Bowman. Mais je pense que tous les joueurs ont tous des embûches. Tu sais, on arrive la première année, là, quand ça va bien, fait que t'as pas eu trop de down, alors tu es confiant. Mais c'est quand tu apprends à connaître ta carrière dans la Ligue nationale, deuxième, troisième saison, tu prends de la maturité, tu commences à comprendre c'est quoi vraiment le métier de hockeyeur. Puis c'est sûr qu'on a des embûches, mais je pense que, comme on dit souvent, c'est les plus forts qui passent à travers de ces épreuves-là, qui réussissent à avoir des bonnes carrières. Puis je pense que tous les joueurs de la Ligue nationale, nommez-les toutes, qui ont réussi dans la LNH, ont tous connu des embûches, mais en sont sortis grandis. Je me souviens, mon premier match, c'était contre les Rangers de New York, au mois de novembre. Je me souviens, Serge Savard avait marqué vers la fin de la rencontre. On avait égalé la rencontre 5-5, et c'est là que j'avais marqué mes 2 premiers buts dans l'uniforme du Canadien au Forum de Montréal. C'était mon 2e match en somme. Parce que mon premier match avait été à Boston contre les Bruins le jeudi soir, et le samedi, on s'en venait à jouer au Forum de Montréal contre les Rangers. Et c'est là que j'ai réussi à marquer mes 2 premiers buts dans l'uniforme du Canadien. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris lorsque je suis arrivé avec cette formation-là, c'est de voir le nombre de bons joueurs. On pense au Big Tree, on pense à Lafleur, on pense à Jacques Lemaire, à Steve Schott. Mais ce que j'ai vraiment admiré là, dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne qui avait de gros égos. Les gars, je sais pas pourquoi, laissaient leur égo à la porte, puis on avait une équipe. Puis c'est comme ça que tu remportes des Coupes Stanley. Tu sais, dans le junior, on envoie des joueurs qui sont pleins individuels, mais tu sais, des fois, les gens se demandent, et on se fait poser souvent la question, à savoir, comment c'était votre équipe? Bien, c'était ça, c'était une camaraderie, on était comme une gang une famille, des frères ensemble, qui poussaient dans la bonne direction pour gagner des Coupes Stanley. Puis comme j'ai dit tantôt, tout le monde laissait leur égo à la porte. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Le plus gros conseil que je donnerais, là, puis je l'ai vécu comme coach, comme assistant-entraîneur avec Jacques Lemaire pendant 10 ans, c'est que, tu sais, il y a des gars qui sortent des mineurs puis ils pensent avoir travaillé assez fort pour atteindre la Ligue nationale. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Oui, c'est pas le talent qui t'amène. Oui, le talent, oui. Mais la raison pour laquelle on t'amène là, puis tu vas avoir une bonne carrière, c'est le travail. Il faut que tu travailles tout le temps. Puis il faut que tu sois concentré sur ce que tu as à faire. Je pense que c'est ça les 2 qualités premières pour réussir d'une carrière dans la Ligue nationale. Hi, this is Malcolm Subban and you're watching Hockey Magazine on RDS. On est cette semaine en compagnie d'Alexandre Alain, joueur du Rocket de Laval, mais également un joueur qui a eu tout un parcours au niveau étudiant. L'année dernière, à ton dernière année junior, tu avais été nommé joueur étudiant de l'année
au niveau de la Ligue canadienne au complet. Tu as un parcours à l'école qui était quand même assez d'exception par rapport à tes partenaires de jeu. Oui, bien c'est sûr. Pour moi, l'école, ça a toujours été important. J'ai toujours voulu étudier comme une personne normale, même si je jouais au hockey en junior majeur. Si on veut pas, on sait que nos horaires sont chargés. Donc, j'ai pas pu faire mon diplôme d'études collégiales en 2 ans comme un étudiant normal le ferait. Mais j'ai quand même j'ai fini en junior en étant diplômé avec mon programme, soit la science de la nature. Donc, tu sais, ça, pour moi, ça a toujours été important, l'école. Au début, ça a été mes parents qui m'ont influencé dans cette lignée-là. Puis par la suite, c'est vraiment moi qui a mis l'emphase là-dessus. Je pense que c'est important aussi d'avoir plusieurs passions dans la vie. Moi, je voulais pas mettre de bâton dans les roues, même si je joue au hockey. Je voulais quand même réussir à avoir d'autres plans, d'autres opportunités. Puis c'est ça que j'ai fait, là. Non seulement tu as terminé ton programme en sciences de la santé, mais tu l'as terminé avec une cotarde de 34 qui équivaut à environ 93 de moyenne générale. C'était assez impressionnant. Maintenant, tu es avec le Rocket de Laval chez les pros, ce qui est déjà une belle nouvelle pour toi, mais tu as poursuivi aussi au niveau universitaire en prenant des cours. Pourquoi tu as voulu à ce point-là poursuivre au niveau universitaire en étant quand même un joueur pro maintenant? Pour moi, ça n'a pas vraiment été une décision difficile. L'école, j'ai toujours voulu continuer à l'école, même si je continuais pro. L'horaire en tant que tel, c'est pas trop différent du junior majeur. Souvent, les gens pensent qu'on est rendu professionnel. Oui, c'est notre métier, mais on a quand même beaucoup de temps libre aussi. Nos soirées, souvent, sont chez moi à pouvoir étudier. Donc, j'ai quand même beaucoup de temps. C'est sûr que le hockey, c'est ma priorité. En ce moment, j'ai une belle opportunité avec le Canadien de Montréal. Donc, je la prends. L'école, pour moi, en ce moment, c'est plus en stand-by, comme on pourrait dire. Je prends des cours pour juste essayer de m'avancer un petit peu dans mon cheminement universitaire. Pour aussi ma culture générale, pour moi, c'est juste bon aussi de déconnecter un peu du hockey quand je suis à la maison. Puis pour moi, ça n'a vraiment pas été une question. Puis je pense que ça m'aide aussi à juste performer sur sa patinoire, juste des fois me déconnecter un peu de tout ça. Là, ça me permet juste de revenir à l'aréna puis vraiment être frais mentalement, là. Autant au niveau junior majeur que maintenant avec les professionnels, tu dois quand même être un des seuls là, qui, à ce point-là, a poussé ce côté-là école, surtout chez les pros maintenant. À quel point tu as peut-être été une source d'inspiration pour tes coéquipiers dans les dernières années au niveau scolaire? Peut-être, je l'espère. Moi, mon but un peu, c'est de sensibiliser les jeunes, vraiment à avoir plusieurs passions, puis juste de vraiment continuer à performer, même si tu as du talent dans un sport, même si tu veux performer dans un sport d'élite, que ce soit même dans une autre passion quelconque. Je pense que c'est important de continuer à l'école. Je pense que les gars dans le genre, ils me voyaient travailler, puis souvent, si j'ai pu les pousser à travailler plus, bien, tant mieux. C'est juste bien, j'ai pu faire ça, mais au bout de la ligne, je faisais ça pour moi aussi. C'était pas pour les autres que je faisais ça. Je voulais travailler fort, je voulais avoir des bons résultats, je voulais performer à la hauteur de mes efforts, puis je le faisais pour moi. Mais si j'ai pu aider les autres, bien, tant mieux vraiment. Bien, félicitations, Alexandre, on souhaite la meilleure des chances, autant sur le niveau hockey que sur le niveau scolaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Cette semaine, à la chronique équipement, je suis de retour avec Éric Dupont qui va venir nous parler d'une pièce d'équipement qui est un peu moins in chez les jeunes aujourd'hui, mais qui est quand même nécessaire pour la sécurité. Exactement, Denis. On va parler de culottes de hockey, puis on dirait qu'au fil des années, la culotte n'a pas vraiment évolué d'un noir, marine, rouge, mais vraiment la technologie qui est à l'intérieur des culottes, c'est vraiment fascinant. Bien hâte de voir ça. On se souvient-tu du temps où les équipes portaient des pantalons longs? J'imagine qu'on ne verra plus ça aujourd'hui, là. Le temps que les Whalers à Hartford et les Flyers de Philadelphie portaient des Cooper Hall, communément qu'on appelait, je doute fortement que ça revienne. Écoute, je sais qu'il y avait même des clubs juniors qui avaient emboîté le pas dans cette vague-là de pantalons longs. Évidemment, la sécurité n'était pas nécessairement la même qu'elle l'est aujourd'hui. En tout cas, pas autant que ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Exactement. Le premier modèle qu'on va parler, c'est le pantalon Covert QRF Pro. C'est extrêmement populaire auprès des joueurs de la LNH. Il est muni d'une coupe professionnelle qui favorise le positionnement naturel. Il y a également un ajustement plus 1 pouce pour le joueur qui grandit ou qui recherche une plus grande possibilité d'ajustement. La partie du bas des culottes est fixée au protecteur supérieur de la colonne Axiflex au moyen d'une ceinture flottante, ce qui permet à la protection moulée de rester bien placée face aux reins et à la colonne lors des pivots. Finalement, grâce au traitement polyhygiène, vous restez au sec et ce, sans odeur. C'est difficile de croire que les pantalons du temps étaient aussi efficaces et sécuritaires qu'ils sont aujourd'hui, d'autant plus qu'ils sont plus rembourrés et plus protecteurs qu'ils l'étaient avant. Exactement. Puis le prochain modèle signifie la rapidité et la mobilité, comme c'est le cas des Vapor 1X Lite de Bauer. Comparativement aux culottes 1X, ils sont plus légers de 20 %. Également, on peut y retrouver un nouveau protecteur de hanche Aerolite 2.0, un protège-cuisse Hyperlite HD
et une doublure maintenant traitée avec la technologie Sanitize, ce qui permet de réduire les odeurs. Maintenant qu'on a vu ça aussi, je crois qu'il y a plusieurs joueurs dans la Ligue nationale qui optent pour la marque CCM en raison d'un aspect bien spécifique. Exactement. Plusieurs joueurs maintenant optent pour les pantalons CCM Jet Speed FT1. Propose l'ajustement profilé que recherchent plusieurs joueurs. La culotte est dotée de la technologie Dry Foam, une doublure confortable qui absorbe moins l'humidité et qui permet aux joueurs de rester au sec et léger. Elle est fabriquée à l'aide d'un composite Rocket Frame, un matériau en composite ultra léger à haute rigidité qui maximise la protection. Un nouveau système de ceinture interne permet d'ajouter 1 pouce à la longueur. Et finalement, son protecteur de colonne flottant moulé en composite Rocket Frame procure une protection supérieure contre les impacts au dos. C'est important d'essayer plusieurs modèles en magasin, de s'assurer qu'on fasse le bon choix. Bon, mais ça fait le tour des culottes. Je pense que c'est important de voir tous les détails lorsque vient le temps de choisir une bonne culotte de hockey, considérer la sécurité, même si c'est pas toujours aussi tendance ou in chez les jeunes et les amateurs de hockey. Maintenant, la semaine prochaine, tu as quelque chose d'autre pour nous? On va continuer dans la protection. On va parler d'épaulettes, protège-coudes et jambières. Parfait. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, je voudrais juste prendre le temps de te souhaiter un joyeux temps des fêtes à toi et à ta famille. Et nous, bien, on se revoit dans une semaine. Salut, ici Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg. Vous regardez le Hockey Magazine à RDS. La chronique Sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Cette semaine, à Sur la glace, j'ai le privilège d'être avec le directeur hockey de l'Académie de hockey Joël Bouchard, Patrick Boileau. Patrick, les transitions chez les défenseurs, beaucoup de choses ont changé. Moi, lorsque je suis rentré dans la Ligue nationale en 97, j'avais mon entraîneur Brian Sutter qui ne croyait pas nécessairement aux défenseurs à la possession de rondelles. Tout simplement, remet la rondelle dans la baie vitrée pour que la rondelle sorte le plus rapidement possible et laisser les attaquants pour chasser la rondelle. Beaucoup de choses ont changé depuis. Les défenseurs sont une partie intégrale des transitions. Tu veux nous parler de quelques points importants? Oui, exactement. Aujourd'hui, ce qu'on va toucher dans la capsule, on va vraiment aller toucher sur les transitions. Ce qu'on va vouloir des défenseurs, on veut qu'ils aient confiance avec la rondelle, mais on veut qu'ils exécutent quand même les mouvements rapidement. On va travailler beaucoup sur l'ouverture des hanches, parce qu'une chose qu'on se rend compte, c'est que quand on veut développer les jeunes au niveau des transitions, ils font beaucoup trop de maniement de rondelle. Fait que ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est l'ouverture des hanches et avancer la rondelle vers l'avant le plus rapidement possible. Parfait, on regarde ça tout de suite. Excellent. Alors, Pat, pour ce premier exercice de transition, on va mettre les situations des défenseurs dans une situation idéale. On reçoit une belle passe, on doit transitionner rapidement. Qu'est-ce que tu proposes? Oui, exactement. Dans le fond, j'aime tout le temps partir mes exercices avec un exercice le plus simple possible. Parce qu'on ne veut pas, justement, compliquer la vie aux défenseurs. On veut qu'ils prennent confiance. Premier exercice, l'entraîneur va exécuter une passe au défenseur. Ce dernier, lorsqu'il la reçoit, on veut une transition sans maniement de rondelle rapidement vers l'attaquant. Fait qu'on va y aller pour 4 rondelles, puis après ça, on fait une démonstration avec un droitier. Excellent. On bouge, hop, tout de suite, rapidement. Good, c'est excellent. Ça, c'est parfait. Good. Parfait. Belle tête haute avec des bonnes passes, aucun maniement de rondelle. Ça, c'est parfait de ce côté-là. Excellent. La situation est parfaite pour un gaucher. Un droitier, maintenant, est-ce que la situation diffère? Est-ce qu'il y a des complexités là-dedans? Oui, le droitier, je vais vous le démontrer parce qu'on n'a pas de défenseur gaucher droitier présentement, mais c'est vraiment sur l'ouverture des hanches que ça va se passer. Okay. C'est-à-dire, quand je vais recevoir la rondelle, je vais vraiment ouvrir mes hanches pour être capable de faire la transition rapidement. Donc, si je vais, okay, ça fait que la même chose, je suis en mouvement, c'est hop, boum, je fais ma passe. Je m'en viens, je suis en mouvement, j'ouvre les hanches, boum, j'exécute la passe. J'ouvre les hanches, hop, boum, et j'ai ma transition rapide à ce moment-là. Excellent défenseur, belle démonstration, mais tu as profité d'un excellent passeur, toujours sur la palette. Mais les situations ne sont pas toujours parfaites. Des fois, on reçoit une mauvaise passe sur le revers comme ça. Qu'est-ce que tu proposes? Bien, exactement. Mon prochain exercice, c'est pour quand tu as un partenaire comme Denis Gauthier qui te met une passe sur le revers, c'est pour améliorer cet aspect-là de ton match. C'est bon, on va aller checker ça. L'exercice ici, encore simple, le défenseur va utiliser le cône comme référence, fait un pivot, revient vers l'arrière. L'entraîneur va lui donner une mauvaise passe. Donc, il va faire la passe sur son revers. Tu dois la récupérer, la ramener le plus rapidement possible sur son côté fort et faire la passe à Denis par la suite. OK? On y va. Go! Good. Ramène tout de suite. Parfait, c'est pas grave. Ramène-la tout de suite rapidement. Good. Mets-toi inside edge. Parfait. Excellent. Garde la tête haute. Ça, c'est excellent. Parfait. Good. Stop. OK.
Ce qui va être important aussi, quand tu vas ramener la rondelle, là, présentement, tu ramènes la rondelle, mais tu la gardes tout le temps en avant de toi. Moi, ce que je veux, c'est que tu ramènes la rondelle, mais tu vas la ramener un peu vers l'arrière pour avoir plus de puissance pour exécuter ta transition. Aussi, ça pourrait arriver que je reçois une mauvaise passe, mais j'ai un joueur qui vient mettre de la pression. Si je garde la rondelle devant, il peut venir puis m'harponner, tandis que si je la reçois, je la ramène tout de suite vers l'arrière, mais je me crée un peu de temps et d'espace. Dans l'esprit de vouloir continuer à travailler les transitions, c'est un exercice qui est bien simple que tu veux nous présenter, mais qui vient toucher à plusieurs facettes. Exact. Ce qu'on va vouloir voir ici, c'est que les joueurs se placent en carré, si on veut. Donc, on forme une boîte, mais on veut que les défenseurs se circulent la rondelle, gardent les pieds en mouvement et aucun maniement de rondelle. Fait que ça va revenir, on va ramener comme les deux premiers exercices. Ça peut arriver qu'à un moment donné, la passe va être faite sur le revers, il faut que je la ramène rapidement, mais on veut que la rondelle circule le plus vite possible. Aussitôt que je vais taper mon bâton, à ce moment-là, le joueur qui a la rondelle va changer la direction de la transition. OK. Fait qu'on y va, on est prêt, on y va, go! Excellent, bouge ta rondelle, parfait, garde pas de maniement, pas de maniement. Good, reste en mouvement, excellent. Hop! On change de direction, c'est parfait, good, parfait, excellent. On a encore un changement de direction. Là, on a eu un maniement. C'est ça qu'on veut essayer d'enlever chez les jeunes. On veut essayer d'enlever, se faire encore une fois un maniement. OK, stop! Fait que, comme on peut voir aussi, ce qui est important, la réception. Ouais. Souvent, on néglige. Des fois, on ne veut pas faire les petits exercices très simples, mais on peut le voir. Aussitôt qu'il y a une mauvaise réception, qu'est-ce qui arrive? Ça prend un maniement pour se replacer. Fait qu'à ce moment-là, les gars, juste d'avoir les mains un peu plus dégagées vers l'avant, puis c'est vraiment l'ouverture de vos hanches. Aussitôt que tu reçois une passe, c'est rapidement, j'ouvre mes hanches pour que la rondelle circule le plus rapidement possible. Et plus les mains sont rigides lorsqu'on reçoit la passe, plus elle a de chance de sauter. Exact. Avec la rondelle est droite. C'est de là que la tendance à vouloir manier et mettre la rondelle à plat. Exactement, exactement. Fait qu'on va y retourner une dernière fois. On essaie vraiment d'éviter les maniements complètement. On y va, go! Rapidement la transition. Hop, parfait, parfait. Hop, change de direction. Parfait, on y continue, on continue, on continue. Hop, pas de maniement, pas de maniement. Correct, good. Fait que ça va arriver, ça aussi, que dans un exercice, surtout, là, on s'entend, on a quand même des joueurs d'un très, très bon calibre, mais souvent, je le fais dans mes cliniques de défenseurs atomes, on fait cet exercice-là. Et la subtilité ou l'avancement qu'on peut amener là-dedans aussi, c'est faire travailler les défenseurs en levier. Parce qu'on sait souvent, lorsque tu es en zone neutre, tu veux que le défenseur éloigné soit un peu en retrait. Exactement. Position défensive, être capable de faire une meilleure transition, avoir le jeu devant lui. Donc, c'est l'aspect aussi qu'on peut ajouter à cet exercice. Exact. Parfait. La semaine prochaine, encore beaucoup de contenu, Jasmin, pour les gens à la maison. Oui, tout à fait, Denis. On va parler avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, qui est maintenant dans son nouveau domicile de la Place Belle. On l'a rencontré il y a quelques semaines. On va également parler avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimont. Et on va aussi s'entretenir sur le parcours hockey mineur de quelqu'un de très important dans ta famille à toi. Oui, mon neveu Julien Gauthier de l'organisation des Hurricanes de la Caroline. Je reviens, moi, avec la chronique équipement et aussi sur la glace avec Steve Brûlé. Et en terminant, Jasmin, on a des souhaits pour les gens à la maison? Oui, tout à fait. En nos noms personnels et en nom de Hockey le Magazine, on vous souhaite à tous un bon temps des fêtes. Prenez soin de votre famille et joyeux Noël à tout le monde. À bientôt. Hockey le Magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.